Alors, je commence par d'abord remercier la communauté burundaise du Canada pour, bien sûr, la réflexion sur la question de la problématique mais plus particulièrement le génocide des Hutus en 1992. Pardon, 72, j'ai repris le lapsus de Moussafiri, je m'excuse. Je sais que quand on était au Monument de la Réparation, le président Moussafiri a brossé plus ou moins les faits, elle a rappelé les faits, et je ne pense pas que ça soit utile, compte tenu des contraintes de temps, de rappeler encore une fois les faits. Mais il est quand même important, parce que quand on rappelle les choses, c'est aussi à des fins pédagogiques, c'est quand même important de dire que le génocide des Hutus en 1972 a coûté la vie à près de 300 000 personnes. Et ces 300 000 personnes-là comprenaient la crème de la crème Hutu, c'est-à-dire les intellectuels, les étudiants, les hommes d'église, les femmes d'église, les hommes d'affaires. À l'époque, je ne sais pas si on pouvait parler de femmes d'affaires à l'époque, mais toujours est-il que tout ce monde-là a été sauvagement tué par l'armée et la gendarmerie, bien sûr épaulés par les milices qui étaient entretenues par le pouvoir du colonel Michombero. À ce propos, je pense qu'il est très important de rappeler un paragraphe très important que j'ai tiré du rapport de la commission d'enquête internationale, une commission qui a été mise en place après 93, donc après les événements de 93 et suivants, après l'assassinat du président Dadaye. Et ce rapport de cette commission d'enquête mise en place par l'ONU dit ceci, se référant donc au génocide de 1972. Les Hutus, je cite, les Hutus ayant le moindre niveau d'instruction, qui n'avaient pas réussi à s'enfuir à l'étranger, ont été systématiquement tués partout dans le pays, y compris les lycéens. Et Léon Sendaroubaguié, qui a aussi écrit un livre sur les origines du conflit Hutu-Tutsi, renchérit en disant, c'est en anglais, mais je vais essayer de paraphraser, il dit que le régime Michombero a lancé un génocide contre les Hutus, et ce génocide a frappé tout Hutu qui pouvait lire et écrire. Et il énumère les différentes catégories de gens qui ont été fauchés par ce génocide. Alors, en dépit de cette évidence, ni l'État burundais, ni la communauté internationale n'ont rien entrepris dans le but de reconnaître ce génocide qui est aujourd'hui convenu d'être le premier génocide qui a été commis dans la région des Grands Lacs africains. On peut se poser plein de questions. La première question qu'on peut se poser, pourquoi cette conspiration du silence qui maintient toujours jusqu'à aujourd'hui le voile sur ce que certaines personnes appelaient Ikiza de 1972. Alors, pourquoi est-il, l'autre question qu'on peut se poser, c'est aussi pourquoi est-il important que ce voile soit enfin levé? Et la troisième question, c'est comment et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le voile soit levé? Et une question un peu provocatrice, et si le voile n'est pas internationalement levé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va baisser la garde pour autant? Donc, c'est autant de questions auxquelles mon intervention va tenter d'apporter quelques pistes de réponse. Mais dans un premier temps, je pense que c'est important de nous appesantir sur la question du bien fondé de la reconnaissance du génocide, surtout le génocide de 1972. Alors, d'entrée de jeu, il y a une question que tout le monde peut se poser, les politiciens, les journalistes, les chercheurs, les académiciens, tout le monde peut se poser la question de savoir pourquoi est-il si important de reconnaître un génocide? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle on devrait donner une réponse dans le cadre de cet exposé. Alors,
Moi, j'ai identifié quatre raisons fondamentales, mais qui sont aussi interreliées, qui justifient en fait pourquoi la nécessité de reconnaître un génocide. La première raison, elle tient à la nature même de ce crime de génocide. Le crime de génocide, c'est un crime, ce n'est pas un crime ordinaire. Le crime de génocide est un crime qui est dirigé contre un groupement humain et qui vise en fait son anéantissement total ou partiel. Donc, c'est pas juste, il ne faut pas confondre le génocide et le meurtre. Le meurtre vise une seule personne, un individu, mais le génocide vise tout un groupe humain. Et l'objectif final du génocide, c'est d'anéantir le groupe. Et sur le plan conceptuel, le génocide est dirigé contre l'humanité tout entière. Il n'est pas dirigé uniquement contre les victimes directes du génocide. Il est dirigé contre l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité se doit de se lever pour justement reconnaître les génocides, parce qu'en reconnaissant un génocide comme celui de 72, eh bien, l'humanité lance un message comme quoi il ne faudrait plus jamais ça. Il ne faudrait plus faire cela, il ne faudrait plus tuer les gens sur base de ce qu'ils sont. Et aussi, un autre avantage important, c'est qu'en reconnaissant les génocides, on éloigne la banalisation du crime. Parce qu'il y a une tendance à banaliser le crime, à prendre le crime comme étant n'importe quel autre crime, alors que, comme je l'ai défini, le crime, c'est un crime grave. C'est un crime qui vise à anéantir toute une population, toute une ethnie, du moins totalement ou du moins partiellement. Et dans le contexte du Burundi, quand je parle de banalisation dans le contexte du génocide de 1972, il faut dire que l'OTAN n'est pas du tout notre allié. Et pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus le crime devient banal. Parce qu'il y a tellement d'autres crimes, il y a tellement d'autres atrocités qui ont été commises avant, après et même jusqu'à aujourd'hui. Alors quand on parle de 72, c'est comme si, oui mais pourquoi pas les autres, hein? Vous entendez ce genre de questionnement ici et là. Donc c'est très important d'éviter la banalisation du génocide, parce que la banalisation du génocide constitue ce que j'appelle un affront à la dignité humaine. La deuxième raison pour laquelle c'est important de reconnaître le génocide, d'après moi, elle tient à la dignité des victimes et aussi à la reconnaissance des souffrances des survivants et des orphelins, ainsi de suite. Donc, par rapport à la question du génocide de 1972, il est important quand on se trouve ici, et aussi c'est important de le rappeler pour le reste du monde, c'est que, comme vous le savez, avant que les victimes ne soient tuées, eh bien ces victimes-là ont d'abord été déshumanisées. Il y a eu un processus de déshumanisation qui consistait à taxer les gens de Abamenja, taxer les gens de Mpemo Kendamuke, taxer les gens de Mpemayuzuye, taxer les gens de Abasaya, Abarobel, tout ça. Donc, ce processus-là, cette stratégie de déshumanisation... Exactement. Oui. Donc, ça, c'est une stratégie génocidaire qui est utilisée dans le but de justifier, finalement, l'injustifiable. Parce qu'une fois qu'on a déshumanisé la personne, une fois qu'on l'a réduit au rang d'un animal, au rang d'un vaurien, c'est comme justifié de le tuer. Donc c'est comme facile de le tuer parce qu'il n'est plus humain. On a ôté dans lui ce que le caractérisait en tant qu'être humain. Et par rapport aux victimes, par rapport aux survivants, j'entends les orphelins, j'entends les veuves, j'entends les autres survivants de ce génocide, eh bien, le sort n'est pas du tout différent. Parce que, à défaut de les tuer, eh bien, on les soumet à des traitements inhumains, à des traitements dégradants. Il y a tout le monde connaît bien
les tactiques d'humiliation, les tactiques d'exclusion, les tactiques de discrimination à des postes ou à des services publics. Et tout ça dans le but justement de montrer qu'en réalité, on n'est pas... ces gens-là ne sont pas ne sont pas dignes d'occuper ces postes-là. Ces gens-là ne sont pas de la même catégorie que les autres. Et le comble de moi dans le contexte du Burundi, c'est que toutes ces stratégies-là de discrimination ou autres n'étaient pas du tout légalisées. Parce que c'est légalisé, à tout le moins, les gens n'ont pas d'attente. Les gens, ils pensent que ça, ce n'est pas réservé pour moi. Mais on pensait qu'on avait les mêmes droits que les autres, et c'est la raison pour laquelle ça fait plus mal de se voir le refuser, de se voir balayer la route quand on cherche à accéder à des postes auxquels les autres accèdent, quoi. La troisième, donc pour moi, la non-reconnaissance d'un génocide consacre une double déshumanisation, dans la mesure où, dans un premier temps, les victimes ont été déshumanisées, on les a ôté leur humanité avant de les tuer. Et deuxièmement, les survivants n'ont pas eu le temps de faire le deuil. Donc, on nous ôte même le droit de pleurer les nôtres. Ça, c'est pour moi une conséquence aussi de la non-reconnaissance. Et il est aussi important la troisième raison que je voudrais évoquer ici, c'est la raison suivante. C'est que quand on reconnaît un génocide, eh bien, cela constitue une sorte de réparation pour les victimes. Parce qu'il n'y a rien de grave de voir que les différents gouvernements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tous ces gouvernements-là, ils sont dans un mode, ce que je pourrais appeler un mode négationniste. Donc, ils nient les faits, ils nient l'évidence, ils nient ce qui s'est passé. Les gens s'emploient à justifier les actes génocidaires. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, vous allez entendre des gens dire, écoute, et ainsi de suite. Parce que il y a donc ce souci sécuritaire auquel se réfugient les différents gouvernements dans le but de nier l'évidence et dans le but donc de nier le droit aux victimes, aux orphelins, aux veuves de faire le deuil. Et la reconnaissance devrait permettre justement à ces veuves-là, à ces orphelins de faire le deuil. La dernière raison que je vais invoquer, c'est une raison qui tient plutôt à l'importance d'enraciner la démocratie dans notre pays. La reconnaissance, pour moi, c'est une nécessité politique et aussi un souci de justice. Pourquoi je dis que c'est important? C'est important pour jeter les jalons, les fondations solides de toute entreprise démocratique, dans la mesure où, si vous regardez ce qui s'est passé après 72, 93, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a un lien. Et ce lien, c'est lequel? C'est que le 1972 n'a jamais été reconnu ni puni. Et d'ailleurs, je pense que mon collègue va dire un mot là-dessus. Je ne vais pas m'y éterniser. Donc, si on veut jeter les jalons dans un bon système démocratique, eh bien, cela passe par une reconnaissance de ce génocide, pour que finalement la justice soit rendue. Et comme vous le savez, la justice est un des jalons dans mon système démocratique. Mais j'en reviens aux obstacles. Mais comme vous le savez, tout projet de faire reconnaître un génocide bute à plusieurs embûches. Il y a des obstacles d'ordre politique, des obstacles d'ordre juridique, des obstacles d'ordre socio-économique parfois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on regarde, si on fait une incursion dans l'histoire, il y a juste 2 génocides qui ont été reconnus par la communauté internationale. Il s'agit de l'Holocauste des Juifs et aussi du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Mais il y a d'autres atrocités qui, à mon sens, méritent d'être reconnues par la communauté internationale. À part notre cas, à part le génocide des Hutus, il y a aussi la question du génocide arménien. Hein, le génocide arménien qui a fait entre 1 million et 1 million 500 à 1000 victimes. Il y a aussi, bien sûr, on n'oublie pas le tout premier génocide sur le continent africain, qui est le génocide des Hereros, les Hereros au Malawi, qui ont été décimés complètement par l'administration allemande, au point qu'une population qui était majoritaire à l'époque se retrouve aujourd'hui minoritaire au niveau du Malawi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de génocides oubliés? Eh bien, il y a plusieurs facteurs que l'on peut donner. Comme je l'ai dit, il y a les facteurs d'ordre politique et les facteurs d'ordre juridique. La première série de facteurs, d'après moi, ce sont les facteurs d'ordre politique. Comme vous le savez, la reconnaissance d'un génocide, tout comme la non-reconnaissance, eh bien, d'un génocide, elle est elle est largement tributaire des aléas politiques. Sur le plan international, si un des grands États, une des grandes puissances, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas d'intérêt stratégique dans une région quelconque ou dans un pays quelconque, il devient extrêmement difficile de faire adopter des résolutions au sein du Conseil de sécurité qui reconnaît un génocide. Alors, vous voyez où je vais en venir, c'est que quelque part ici, on est victime de notre pauvreté, quelque part. On n'a pas un sous-sol qui est garni de pétrole, même si aujourd'hui on dit que les prospections disent qu'il peut y en avoir. Donc, généralement, ça prend qu'il y ait un grand État, une grande puissance qui prend un dossier et qui l'inscrit à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pour qu'on puisse reconnaître le génocide.